Mon nom est Shaggy Satyr. Enfin, c'est ainsi que je me fais appeler en ligne. Tu peux juste m'appeler Shaggy si c'est plus simple. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que j'ai gardée enfouie pendant des années. Ce n'est pas quelque chose que j'ai partagé avec ma famille, pas même avec ceux qui pensent me connaître le mieux. Si cela te semble étrange, laisse-moi te dire une chose. Il est souvent plus facile de confier ses secrets à des inconnus dans le vide d'Internet qu'aux personnes avec qui l'on partage un repas. Mr. X Dreams, un narrateur remarquable, a un jour lu cette histoire sur sa chaîne, et même si la discussion qu'elle a suscitée était fascinante, j'ai décidé qu'il était temps de la réécrire. Il y a eu des malentendus, et j'aimerais les dissiper. Alors la voici, brute et sans phare. Cela s'est produit quand j'étais beaucoup plus jeune. Il me faudrait demander à mes parents la date exacte de ce voyage en camping. Mais cela fait au moins une décennie, peut-être plus. Le temps a cette étrange façon de se replier sur lui-même lorsque l'on regarde en arrière. Je préfère te prévenir, mes descriptions du lieu pourraient être approximatives. Des mots comme boisé ou réserve naturelle ne sont peut-être pas parfaitement adaptés, mais ce sont les meilleurs que je puisse trouver pour planter le décor. Tout a commencé lorsqu'un ami de mon église m'a invité à un voyage en camping à l'Oasis State Park, une réserve naturelle du Nouveau-Mexique. C'était mon meilleur ami à l'époque, et sa famille avait cette gentillesse qui semblait si naturelle, une rareté, même à cet âge-là. J'ai accepté sans hésiter. Jusqu'alors, mes expériences en camping étaient rares, alors l'idée de partir à l'aventure avec mon meilleur ami et sa famille me semblait exaltante. Nous avons choisi un week-end où je n'avais rien de prévu, et j'ai préparé mes affaires. Ma propre tente, mon propre sac de couchage, mes propres provisions. Il y avait quelque chose de grisant dans cette indépendance, même si je n'étais encore qu'un enfant. Le grand jour venu, son père est venu me chercher. Je me souviens encore de mes parents me faisant signe d'adieu, leur visage encadré par l'embrasure de la porte tandis que nous nous éloignions vers ce que je croyais être un week-end de liberté et de plaisir. C'est drôle, la mémoire. On ne remarque pas toujours les ombres qui rôdent autour d'un moment jusqu'à bien plus tard. La nature sauvage du Nouveau-Mexique possède une beauté étrange, à double tranchant. Elle est à la fois hostile et envoûtante, comme si elle voulait qu'on l'aime, tout en nous défiant de survivre en son sein. Pourtant, l'Oasis State Park se distinguait, même au milieu des plaines arides et des plateaux. Il y avait un véritable lac, une tache scintillante de vie au milieu de nulle part. La faune y était abondante, et le parc comptait plus d'arbres que je n'en avais jamais vu en ville. Pas une forêt dense, ni de géants majestueux. Nous n'étions pas au Colorado, mais suffisamment pour mériter le nom de bois sans trop de contestation. Nous sommes arrivés, avons choisi un emplacement et monté nos tentes. Dans l'après-midi, tout était en place. Et mon ami et moi sommes partis explorer, laissant derrière nous sa petite sœur. Elle avait le don d'être toujours dans nos pattes, essayant de s'incruster dans nos jeux. Alors la semer nous donnait une impression de liberté. Le parc était un véritable terrain de jeu pour des enfants avides de découvertes. Nous avons aperçu un serpent au bord du lac, son corps lisse effleurant l'eau, avant de disparaître furtif dans les buissons. Nous avons trouvé une zone de sable si fin qu'elle semblait déplacée, comme si nous avions pénétré dans un désert au sein du désert. Nous avons même aperçu un grand géocoucou, un éclair de mouvement et de couleurs si fugaces qu'il semblait irréel. C'était le genre de journée où tout paraissait vif, vibrant, où le monde entier semblait frémir de possibilités. Lorsque le soleil a commencé à décliner, l'idée que quelque chose puisse mal tourner ne m'a même pas effleuré l'esprit. La soirée s'est déroulée, comme toutes celles qu'on imagine en camping. Nous avons ramassé du bois, allumé un feu et grillé des marshmallows jusqu'à en avoir les doigts collants de sucre et de cendre. Nous nous sommes racontés des histoires de fantômes. Du moins, nous avons essayé. Le père de mon ami, qui était chanteur principal à notre église, n'était pas vraiment du genre à vouloir nous traumatiser avec de vraies histoires effrayantes. Ces histoires de fantômes étaient plutôt de petites anecdotes drôles, plus propices au rire qu'au frisson. Un peu nulles, certes, mais ça nous convenait. Nous étions des gamins, et à la lueur du feu, tout semblait doux et rassurant. Avec le recul, je peux encore entendre le crépitement des flammes et sentir la nuit peser tout autour de nous, juste au-delà du cercle de lumière. À ce moment-là, nous étions insouciants, repus de marshmallows et de rire, sans la moindre idée de ce que l'obscurité nous réservait. Peu après avoir fini nos histoires et savouré les derniers marshmallows, nous sommes allés nous coucher. J'ai rampé dans ma petite tente, tandis que mon ami, son père et sa sœur s'installaient dans la leur, de l'autre côté du campement. Pour préserver un minimum d'intimité, nos tentes avaient été montées aux extrémités opposées de l'emplacement. La mienne se trouvait à la lisière, juste à côté d'un sentier étroit, qui serpentait à travers des buissons épais avant de descendre vers le lac. Sur la gauche de mon entrée, ce sentier s'enfonçait dans l'obscurité, et derrière moi, l'eau miroitante du lac s'étendait, dissimulée par l'ombre.
Une fine rangée d'arbres noueux encadrait l'espace devant ma tente, et un chemin de terre menait aux toilettes, un peu plus loin. À environ 1 mètre de l'endroit où je dormais, un jeune arbre se dressait, frêle et sans grand intérêt. Je n'avais pas peur en m'installant pour la nuit. Pourquoi l'aurais-je été ? J'étais juste un gamin en camping, et dans mon monde, les monstres n'existaient que dans les histoires. Avant de refermer ma tente, je me suis soulagé contre ce petit arbre. C'était sans doute un peu fainéant, mais je n'allais pas marcher 2 minutes jusqu'aux toilettes, alors que la nature offrait une solution immédiate. Une fois satisfait, j'ai refermé la fermeture éclair de mon abri, me suis glissé dans mon sac de couchage et me suis laissé porter par le sommeil, l'esprit léger. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais lorsque j'ai émergé, une crampe sourde dans le ventre m'a immédiatement fait comprendre que j'allais devoir aller aux toilettes. Et pas pour un besoin que je pourrais régler derrière un arbre. Non, cette fois, c'était sérieux. À contre-cœur, j'ai tendu la main vers ma petite lanterne LED, l'ai allumée et ai ouvert la fermeture intérieure de ma tente. La fine toile de nylon qui me séparait du dehors paraissait bien dérisoire, mais c'était toujours mieux que rien. J'ai ensuite ouvert la fermeture extérieure. Et c'est là que la nuit a commencé à murmurer ses avertissements. Laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as jamais campé au Nouveau-Mexique, tu ne sais peut-être pas à quel point il est normal d'entendre les coyotes hurler la nuit. C'est un bruit de fond quasi permanent, que tu sois en pleine nature ou dans un petit village comme Logan. Mais il y a une différence abyssale entre entendre ces hurlements depuis la sécurité d'une maison et les entendre alors que tout ce qui te sépare du dehors, c'est une fine couche de tissu. Lorsque j'ai ouvert le rabat, les hurlements lointains étaient à la familier, presque rassurants dans leur régularité. Mais soudain, un autre hurlement a déchiré l'air, plus fort, plus proche. Il venait du lac, à peine à quelques mètres de ma tente. Ce n'était pas un hurlement de coyote ordinaire, il en avait la même tonalité primitive, mais il était plus profond, plus vibrant, et s'étirait bien trop longtemps, comme si la créature qui l'émettait savourait chaque note. Ma respiration s'est bloquée, ma main s'est figée sur la fermeture. J'étais là, le cœur battant, à tout rompre, ma lanterne projetant une lumière vacillante à l'intérieur de la tente. Le son semblait résonner en moi, cognant contre mes côtes. Puis, je l'ai entendu, le crissement de quelque chose de lourd s'approchant par le sentier, juste à côté de ma tente. D'abord, un pas sur la terre meuble, puis le cliquetis plus distinct de griffes, raclant les pierres qui délimitaient notre campement. C'était massif. L'ombre qu'il projetait en avançant était énorme, une silhouette lourde et titubante, avançant avec une lenteur délibérée. J'ai voulu me persuader qu'il s'agissait d'un simple jeu de lumière, peut-être mon imagination. Mais alors, la chose s'est arrêtée. Juste à côté du petit arbre sur lequel j'avais uriné plus tôt. Et c'est là que j'ai compris 2 choses. J'étais toujours en train de serrer ma lanterne, une lueur bien trop vive dans l'obscurité, et ma respiration était tout sauf silencieuse. La créature s'est avancée encore un peu, son ombre se répandant sur ma tente comme une marée sombre. Puis j'ai entendu son souffle, long, profond, comme un soufflet de forge, rugueux, plus grave que celui d'un chien, presque chevalin. Et puis elle est entrée dans la lumière. Je ne l'ai pas vue distinctement, pas d'un seul coup. Mais j'en ai vu assez pour savoir que je n'étais pas en train de rêver. Son pelage était d'un brun et d'un beige tacheté, semblable à celui d'un coyote. Mais sa forme, quelque chose n'allait pas. La tête était trop allongée, un museau de chien, mais avec des oreilles trop petites pour sa carrure. Son corps se déplaçait de façon étrange, ses articulations craquant et se tordant dans des angles impossibles. Puis, d'un geste saccadé, elle est retombée sur ses 4 pattes. J'ai presque senti le mouvement de ses os sous sa peau, comme si ses genoux s'inversaient avant de se verrouiller dans une position plus naturelle. La lumière de ma lanterne s'est reflétée dans ses yeux, l'éclat animal d'un prédateur nocturne, mais chargé de quelque chose d'autre. Quelque chose qui m'a figé sur place. Elle m'a d'abord ignoré, baissant la tête pour humer l'endroit où j'avais marqué l'arbre. Le bruit m'a glacé le sang. Un reniflement, mais bien plus profond, presque méthodique. L'air semblait vibrer autour d'elle, saturé d'une présence oppressante. Puis elle a levé la tête. Elle m'a regardé, et tout s'est rétréci à cet instant précis. L'espace entre nous n'était rien, et pourtant, il m'a semblé infranchissable. Mon cœur battait comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Mon corps refusait de bouger. Je ne pouvais que fixer cette chose, les yeux écarquillés, tandis qu'elle inclinait la tête lentement, comme un prédateur hésitant avant l'attaque. Ses yeux ne brillaient pas. Ce n'étaient pas ces phares surnaturels qui transpercent l'âme comme dans les histoires de fantômes. Mais il n'en avait pas besoin. Ce que j'ai vu dans ses yeux était bien pire que n'importe quel monstre de fiction. C'étaient des yeux naturels, et c'est justement ce qui les rendait terrifiants. C'étaient les yeux d'un prédateur. Pas seulement d'un chasseur, mais de quelque chose qui savait exactement ce qu'il était. Quelque chose qui savait que moi aussi, je l'avais compris. As-tu déjà croisé le regard d'un animal plus fort, plus rapide, et infiniment plus dangereux que toi ? Un animal
qui sait qu'il pourrait te tuer en un instant et qui semble réfléchir à la question? C'est ce qui me fixait à travers la fine lueur de ma tente. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, enfermés dans cet échange silencieux. Cela m'a semblé durer des heures, mais ce n'était que quelques secondes. Ma respiration s'était bloquée dans ma gorge, mes doigts figés sur la fermeture éclair. Mon cœur battait si fort qu'il couvrait presque les bruissements lointains de la nature. Et j'attendais de devenir une simple trace sur le sol. Crier ne servirait à rien. Une arme, même si j'en avais eu une, n'aurait probablement rien changé. Cette chose n'était pas seulement forte, elle dégageait une présence qui annihilait toute velléité de résistance. J'étais une proie, elle, le prédateur, et elle le savait. Puis, soudainement, elle s'est détournée. Elle a d'abord bougé lentement, chaque mouvement accompagné de ce bruit écœurant d'articulation qui se remettait en place. Et puis, plus rien. En une fraction de seconde, elle s'était volatilisée dans la forêt, là, devant moi. Et l'instant d'après, il ne restait que le silence et la sueur glacée collée à ma peau. Je ne sais toujours pas pourquoi elle ne m'a pas tué. Un ami, à qui j'ai raconté l'histoire, plaisante en disant que c'est peut-être parce que j'avais marqué l'arbre, comme si j'avais revendiqué mon territoire. Je ris quand il dit ça, mais seulement parce que les autres explications sont pires. Peut-être qu'elle n'avait pas faim, peut-être que les enfants ne l'intéressaient pas, ou peut-être, et c'est sans doute le plus effrayant, qu'elle avait une sorte de code moral, pas assez pour me rassurer, juste assez pour que cette nuit-là, je sois l'exception. Inutile de préciser que je n'ai pas mis un pied dehors pour aller aux toilettes. J'ai refermé ma tente, éteint ma lanterne et je suis resté là, recroquevillé, à attendre le lever du jour. Je ne me souviens pas m'être endormi, peut-être que je ne l'ai pas fait. Si c'était le cas, alors ce fut un sommeil vide, sans rêve, juste un souvenir en boucle, ces yeux qui me fixèrent dans le noir. Le lendemain matin, j'ai voulu enterrer ma peur sous une montagne de déni. Pendant le petit déjeuner, j'ai demandé d'un ton détaché à la famille de mon ami s'ils avaient entendu quelque chose d'inhabituel. Ils ont mentionné les hurlements, mais les ont attribués à un simple coyote, rien de plus. Ils ont ri, m'ont conseillé de ne pas y prêter attention, me prenant sans doute pour un gamin de la ville effrayé par les bruits de la nature. J'ai joué le jeu. Que pouvais-je faire d'autre? Mais la vérité pesait sur moi comme un secret trop lourd à porter. Toute la journée, je suis resté proche de mon ami. Le moindre craquement de branche ou souffle de vent ravivant cette terreur rampante. À l'heure du déjeuner, j'avais presque réussi à me convaincre que tout n'avait été qu'un cauchemar, une illusion née de la nuit et de la peur. Puis, nous avons trouvé les empreintes. C'était dans cette zone sablonneuse que nous avions découverte la veille, l'endroit parfait pour conserver des traces. Au premier regard, elles ressemblaient à des empreintes classiques de coyotes, mais quelque chose clochait. Peut-être leur taille, ou peut-être seulement le souvenir encore brûlant de la veille, mais ces marques m'ont glacé le sang. Ce n'étaient pas juste des empreintes, c'était une preuve. Une preuve que ce que j'avais vu n'était pas une hallucination. J'ai dû devenir livide, car cette nuit-là, le père de mon ami m'a laissé dormir avec eux dans leur tente. Même entouré, même réchauffé par la présence d'autres corps, je n'ai pas réussi à me détendre. Chaque fois que le sommeil me happait, un hurlement au loin me ramenait brutalement à la réalité. Mes yeux s'ouvraient d'un coup, et tout ce que je revoyais, c'était ces yeux, gravés dans mon esprit, brûlés à jamais sur l'envers de mes paupières. Le lendemain, j'ai prétendu être malade. Pas besoin d'en faire trop, je devais déjà en avoir l'air. Ma mère est venue me chercher plus tôt que prévu, et ainsi s'est achevé le pire camping de ma vie. Mais les traces qu'il a laissées en moi n'ont jamais disparu. Ce n'est pas seulement mon été qui a été gâché, c'est toute mon idée du camping qui a été brisée. Aujourd'hui encore, je ne pars jamais camper seul. Et même accompagné, je suis toujours aux aguets, toujours à l'écoute, toujours en attente de quelque chose, là-bas, tapis dans l'ombre. Cette nuit ne m'a pas seulement effrayé, elle m'a transformé. Elle m'a appris une vérité que peu de gens affrontent vraiment au cours de leur vie. Elle m'a montré à quel point nous sommes fragiles. L'illusion d'être au sommet de la chaîne alimentaire n'existe que tant que nous restons bien à l'abri, dans nos villes et nos maisons. Mais dehors, dans la nature, nous ne sommes rien. J'étais rien. Et cette sensation, celle d'être totalement impuissant, me hante encore aujourd'hui, chaque fois que j'y repense. Je n'oublierai jamais ses yeux, jamais. Alors, pourquoi raconter cette histoire aujourd'hui, après toutes ces années? Simple. Je veux des réponses. Et peut-être, juste peut-être, mon témoignage viendra nourrir une conversation plus vaste. Si vous avez déjà vu quelque chose de similaire ou si vous avez une théorie sur ce que c'était, contactez-moi, envoyez-moi un message, laissez un commentaire, peu importe. Et si vous avez des questions, posez-les. Je n'ai pas grand-chose à offrir, si ce n'est cette histoire. Peut-être que ça suffira. Histoire 2. Ce n'est pas un métier que l'on choisit, c'est lui qui vous choisit. Du moins, c'est ce que je me répète à chaque fois que je me retrouve accroupi au milieu de nulle part, appareil photo en main, fusil en bandoulière et un sac à dos pesant sur mes épaules. Mon travail, en théorie, est simple, observer.
La plupart du temps, cela signifie documenter la faune pour des projets de recherche. Quelque chose de noble et de silencieux, une sorte de messe sous le ciel ouvert. Mais de temps à autre, on me demande d'observer quelque chose de plus humain. Il m'est arrivé 1 ou 2 fois de surveiller la frontière, remplaçant tous ces drones et capteurs sophistiqués quand ils étaient en panne. C'est à ce moment-là que le fusil est devenu plus qu'un simple équipement. Il est entré dans ma vie après que je sois tombé, littéralement, sur un groupe d'hommes qui n'avaient rien à faire là. Des hommes qui n'étaient pas en train d'étudier la nature, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'avais pas l'intention de voir ce que j'ai vu, mais en pleine nature, un seul mauvais instant peut faire basculer votre monde. Disons simplement que je suis sorti de cette rencontre indemne, mais pas intacte. Depuis, être armé n'est plus un choix, c'est une promesse. Plus jamais de mauvaises surprises. Quand je me prépare pour une mission dans le désert, je dois être prêt à toute éventualité. La priorité, c'est la fonctionnalité. Mon uniforme est robuste, mais passe-partout. Des bottes de randonnée, un pantalon cargo en multicam, une chemise de combat assortie. Tout est testé, éprouvé, durable. Les chaussettes et les sous-vêtements sont sacrés. Je ne risque pas une infection ou pire. Quant aux couvre-chefs, ils sont non négociables. Le soleil du désert vous arrache la peau comme une vieille peinture si vous le laissez faire. Mon préféré ? Une casquette camouflage avec un patch qui dit « Parce que va te faire foutre, voilà pourquoi ». Appelez ça une devise, si vous voulez. Quand l'hiver flirte avec le désert, j'ai un bonnet au fond du sac, accompagné de gants assez épais pour que mes doigts restent accrochés à mes mains quand le froid viendra les mordre. Et puis, il y a l'équipement. Mon AR-15 est comme un vieil ami, fiable, stable, toujours là quand il faut. Sa lunette numérique, équipée d'une vision jour-nuit et d'un enregistreur vidéo, m'a déjà sauvé la mise plus d'une fois. Ma paranoïa me pousse à l'excès. 7 chargeurs de fusil, 4 chargeurs de pistolet, des balles de 5,56 et 9 mm, assez légères pour être transportées sans trop peser sur mes épaules. Les couteaux sont une autre obsession. Un Bowie à la hanche, des couteaux de poche cachés un peu partout, et un multitool toujours à portée de main, prêt pour n'importe quelle urgence, de la plus banale à la plus vitale. La trousse de secours est une version miniature de la fin du monde. Bandages, gaz, pommade et garrot, un pour chaque membre, minimum. Appelez-moi paranoïaque, mais dans ce métier, la paranoïa n'est qu'un autre mot pour la survie. Le reste de mon sac est du pur manuel de survie. Allume-feu, paille de purification d'eau, affûteur pour mes lames. Mon réchaud pliable fonctionne avec des bougies chauffe-plat, petites, efficaces, juste assez pour faire bouillir de l'eau dans la tasse en métal que je transporte. Il y a aussi les indispensables pour masquer notre nature humaine, un sac étanche pour les vêtements sales, histoire que leur odeur ne me trahisse pas, et assez de café instantané pour tenir un mort éveillé. La nourriture, une ration MRE par jour, même si j'ai appris à les faire durer en cas de besoin. Puis viennent les petits luxes, les plaisirs absurdes, un filet de camouflage pour l'ombre, un sac de couchage aussi fin qu'un papier à cigarette, et de quoi entretenir mon fusil et mon appareil photo. Sans oublier un chargeur solaire, car ici, le soleil est plus fiable que n'importe quelle batterie. Enfin, il y a les objets au cas où. Un télémètre laser pour les tirs à longue distance, une boussole et une carte pour quand le GPS décide de me trahir, une radio d'urgence pour quand tout part en vrille. 2 fusées de détresse parce qu'une seule, parfois, ne suffit pas. Et, pour des raisons que je ne peux pas vraiment expliquer, une poignée de fumigènes colorés bon marché. Peut-être que leur absurdité me réconforte. Dans ce paysage de poussière et de mort, une explosion de fumée verte ou violette, c'est comme un pied de nez au destin. La vigie de l'ombre à la Stephen King. Et puis, il y a l'appareil photo, l'outil qui définit mon travail. Je trimballe un Nikon D6, une merveille d'ingénierie moderne, enveloppée dans un boîtier robuste qui semble taillé pour un monde où tout le reste cherche à vous mordre, vous couper ou vous briser. J'ai des objectifs pour toutes les occasions, des gros plans sur une toile d'araignée perlée de rosée au cliché lointain d'un prédateur tapi dans l'ombre. Un trépied, petit mais solide, complète l'ensemble. Les cartes SD de rechange sont vitales, surtout pour les missions longues. Ici, manquer de mémoire, c'est manquer de raison d'être. Chaque gramme d'équipement est optimisé, car en pleine nature, les grammes deviennent des kilos, et les kilos se transforment en souffrance. Chaque pas vous le rappelle. Quand on m'a proposé une mission d'étude de la faune au parc national de Big Bend, juste à la frontière entre le Texas et le Mexique, je n'ai pas hésité. Big Bend est beau d'une manière ancienne, presque primitive, comme un endroit qui n'aurait jamais dû être observé par des yeux modernes. Mais c'est aussi un lieu impitoyable. Chaque année, des gens disparaissent ici, avalés par la chaleur ou le froid, par le relief, ou les animaux, ou parfois par quelque chose de plus sinistre. L'inexpérience peut tuer. Une confiance mal placée, c'est encore pire. Heureusement, j'ai grandi dans des endroits sauvages qui vous apprennent comment survivre quand la nature décide qu'elle ne veut plus de vous.
J'ai toujours préféré les terrains montagneux, les Rocheuses, les Appalaches. Mais un boulot reste un boulot, et celui-ci payait bien. Big Bend avait son lot de montagnes à gravir, et j'ai toujours aimé les hauteurs. La mission était simple, passer 4 jours à observer les cerfs, les coyotes, et peut-être, si j'avais un peu de chance, un puma. Le plan était d'arriver avant l'aube le premier jour, de trouver un bon point d'observation pour établir ma cachette et d'éviter la chaleur accablante du jour. Une fois la nuit tombée, je me déplacerais vers un nouveau site, et ainsi de suite. Se déplacer la nuit avait un double avantage. Cela me préservait de la chaleur écrasante et me permettait d'être actif au moment où les animaux l'étirent le plus. Ça semblait facile, une promenade dans un parc national certes. Connaître certains rangers m'a aidé, ce sont de bonnes personnes, toujours prêtes à donner des conseils que les visiteurs lambda n'entendraient jamais. Ils ne m'ont pas embêté avec mon équipement non plus, ce qui m'a permis de me concentrer sur mon travail sans subir de tracasseries administratives. La première journée s'est déroulée sans accroc. Après le lever du soleil, j'ai trouvé un promontoire offrant une vue dégagée sur les environs. Le matin est un moment clé pour observer la faune. La plupart des créatures regagnent leur terrier, leur nid ou leur cachette après une nuit passée à chasser, traquer ou simplement survivre. C'est le moment idéal pour observer, la lumière étant parfaitement inclinée pour capter le moindre mouvement, le frémissement d'une oreille ou le battement d'une queue. Je me suis positionné dos à l'est, utilisant le soleil pour faire ressortir tout mouvement dans l'ombre. Les heures ont filé dans un silence studieux. Lorsque le soleil a commencé à décliner, baignant tout dans une lumière dorée, il était temps de bouger vers la crête suivante. J'avais estimé que le trajet prendrait 2 heures à un bon rythme, mais la nature n'en a rien à faire de vos plans. Vous arrivez quand vous arrivez. Quand j'ai enfin atteint mon deuxième poste, j'ai monté un petit camp sous un filet de camouflage. Mon minuscule réchaud à bougie s'est révélé une bénédiction, chauffant de l'eau pour un café pendant que j'attaquais ma ration de combat. Spaghetti en plat principal, fade mais réconfortant à sa manière, et par un miracle cosmique, un cake en dessert. Jackpot. Les à côté ont rejoint mon sac pour plus tard. Le sol dégageait encore la chaleur de la journée, et le vent portait une douceur sèche, presque bienveillante après l'enfer brûlant du soleil. Je me suis autorisé un instant de répit, savourant ce silence qui n'en était pas un. Le désert chuchote toujours, même lorsqu'il semble figé. Périodiquement, j'ai activé la lunette de mon AR-15 pour balayer l'horizon. La combinaison du clair de lune et de mon illuminateur infrarouge étendait ma vision bien au-delà des capacités humaines. Quelque part au loin, des coyotes lançaient leurs appels, des cris perçants et inquiétants flottant dans l'air immobile. Je les imaginais traquant un cerf, ou pire, un sanglier sauvage. Les coyotes sont vicieux, mais les cochons, les sangliers, redevenus sauvages, eux, sont une toute autre menace. Entre les deux, je préfère affronter une meute de coyotes sans hésitation. Les coyotes ont un instinct de survie. 9 fois sur 10, ils reculeront. Les cochons, pas la même histoire. S'ils décident que vous êtes un problème, vous n'aurez même pas le temps de regretter vos choix de vie. Une nuit de prédateurs et d'ombre. La nature a son propre langage, et à force de vivre en elle, on en comprend les dialectes. Cris de parade, signaux d'alerte, bruissements anodins, tout cela compose une symphonie qui a du sens pour qui sait l'écouter. La nuit est un chœur, et chaque son y a sa place. C'est pour ça que j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose clochait. Allongé là, l'arme à la main, mon oreille tendue vers la meute de coyotes en contrebas, j'ai perçu une tension dans leurs appels. Ils étaient fit proches, une douzaine au moins, peut-être plus. Leur cacophonie s'intensifiait, une vague sonore montant depuis la base du relief où j'avais établi mon poste. Mais je ne m'inquiétais pas. Le terrain élevé n'est pas seulement un avantage en combat, c'est un sanctuaire pour ceux qui observent. Qu'ils rôdent en contrebas, ça m'importait peu. J'étais en hauteur, hors de portée, simple spectateur de leur manège nocturne. Cette certitude a commencé à s'effriter quand j'ai entendu un bruit distinct, le fracas sec de pierres dégringolant sur ma droite, de grosses pierres. Quelque chose de lourd les avait fait rouler, et mon pouls s'est accéléré tandis que je pivotais, épaulant mon fusil, mon œil rivé à la lunette. L'illuminateur infrarouge projetait sa lumière blafarde dans le ravin, mais les ombres refusaient de révéler leurs secrets. Puis le vent s'est levé, et avec lui est venue une odeur, une puanteur infecte, un mélange de chien mouillé et de quelque chose de bien pire, une odeur de sueur, rance presque putréfiée. Elle s'est accrochée à ma gorge, déclenchant une alarme viscérale dans mon esprit. Primitif, mauvais. Je tendis l'oreille, tentant de suivre le bruit des pierres déplacées, mais quoi que ce soit, là, en bas, cela bougeait trop vite, trop souplement. Je ne vis rien. Pas une silhouette, pas un éclair de mouvement. Juste le son, répercuté par l'obscurité. Puis le véritable cauchemar commença.
Les coyotes, au pied de la crête, avaient cessé leur errance. Ils s'étaient regroupés en un amas serré, grondant et aboyant, leur voix chargée d'une panique que je ne leur avais jamais entendue auparavant. Je ne pouvais rien voir à travers l'épaisseur des broussailles en contrebas, mais j'entendais tout, trop bien. Leur posture défensive céda à la confusion, une cacophonie de violence, de hurlements déchirants et stridents. Les cris montèrent en intensité, comme des coups de feu successifs avant de s'éteindre brusquement, l'un après l'autre. Je restais figé, le souffle court, alors que le silence de la mort s'abattait sur la nuit. Puis vinrent les hurlements, profonds, gutturaux, victorieux. Ce n'étaient pas les glapissements de coyotes, mais autre chose, plus ancien, plus cruel. Le son se répercuta le long de la crête, s'enroulant autour de moi comme une chose vivante. Mon corps réagit avant mon esprit. Je me plaquai au sol, serrant mon fusil comme un talisman. J'attendis, recroquevillé sous mon filet de camouflage, que ces hurlements s'effacent enfin. Ils finirent par disparaître, ne laissant derrière eux qu'un silence si profond qu'il pesait sur ma poitrine comme une chape de plomb. Je ne bougeai pas pendant des heures, et quand l'épuisement finit par m'emporter, ce fut dans un sommeil agité, hanté. Et quand enfin le soleil franchit l'horizon, je pliai mon camp et me préparai à bouger. Mais je ne pus résister. La curiosité, cette tentatrice cruelle, me poussa à aller voir de mes propres yeux le carnage que j'avais entendu sans pouvoir le contempler. Ce que je trouvais dépassa de loin mes pires craintes. Le sol était éclaboussé de sang, de grandes giclées sombres absorbées par la terre sèche. Des touffes de fourrure s'accrochaient aux buissons. Grotesque ornement d'un massacre insensé. Des éclats d'os parsemèrent les pierres. L'odeur me frappa de plein fouet, épaisse, âcre, chargée de mort. Elle s'accrocha au fond de ma gorge, m'arrachant une nausée brutale. J'ai chassé toute ma vie. J'ai vidé des cerfs, écorché des lapins, observé de près les restes laissés par des prédateurs. Mais ça, c'était autre chose. C'était une sauvagerie dénuée de but, une destruction pour le simple plaisir de détruire. Je traversais lentement la Seine, mon estomac se retournant jusqu'à ce que je doive me pencher pour vomir. Sur les branches, des morceaux de chair et de pelage étaient suspendus comme des trophées macabres. Ce qui avait fait ça ne chassait pas. Ça tuait pour quelque chose de bien pire. Je ne m'attardai pas. Mon plan indiquait la prochaine crête à quelques kilomètres, et je partis sans attendre, mon fusil fermement en main, tous mes sens en alerte. La marche fut étrangement silencieuse, pas un oiseau, pas un bruissement dans les buissons. Aucun lapin ne traversa mon chemin, comme si toute la nature s'était repliée sur elle-même, chaque être vivant fuyant cet endroit maudit. Je pris alors conscience, avec une inquiétude grandissante, que j'étais sans doute la seule chose encore en mouvement dans ce désert abandonné, et peut-être bien le plus grand imbécile de tous. Quand j'atteignis la crête suivante, je trouvai un emplacement entre deux énormes rochers, parfait pour un abri et offrant une vue dégagée sur l'étendue sud. Au loin, le Mexique s'étirait, flou sous l'éclat implacable du soleil. Entre ces rochers, je m'installai sous mon filet de camouflage. Ce n'était pas le confort, mais dans un lieu pareil, la notion de confort devient toute relative. Pendant un instant, je me laissai aller à un soupçon de soulagement, appréciant la sécurité qu'offrait la hauteur. Un face-à-face avec l'ombre, style Stephen King. La journée s'étira sans grand événement. La majeure partie du temps, je scrutais l'horizon à travers l'objectif de mon appareil, espérant capturer une scène digne d'intérêt. Entre deux observations, je nettoyais mon fusil et mon pistolet avec la précision d'un rituel. Après ce que j'avais entendu et senti la nuit précédente, il n'était plus question de prendre le moindre risque. Chaque cliquetis de mon kit d'entretien était une prière muette. Reste prêt, reste en vie. 1 heure avant le coucher du soleil, un mouvement, loin dans le paysage, attira mon attention, juste une ombre filant entre les reliefs, trop loin pour être identifiée. Et quand le crépuscule avala le désert, cette forme se dissout dans l'obscurité. Je restai à l'affût, mon esprit en suspens, mes sens tendus. Puis je le vis, un minuscule point lumineux. Il clignota brièvement avant de s'éteindre. Une seconde plus tard, il réapparut comme une luciole égarée dans la mauvaise saison et au mauvais endroit. Ces petites lumières vacillèrent par intermittence durant 1 minute, puis disparurent complètement. Mon cerveau luttait pour donner un sens à ce que je voyais. Puis la brise changea, m'apportant une odeur âcre et familière, un mélange de cigarettes et de weed, des gens. L'inquiétude se mua en une appréhension bien plus pesante. Les randonneurs ne s'aventuraient-ils pas dans ces coins-là la nuit, pas d'après mon expérience, et certainement pas avec une telle insouciance. L'odeur se fit plus forte, plus proche, puis, soudain, elle changea. Une odeur de chien mouillé et de sueur rance, putride. Mon estomac se contracta. C'était la même puanteur que la nuit dernière. J'aurais dû rester où j'étais. Chaque instinct en moi hurlait de me terrer, d'attendre que ça passe.
Mais la curiosité, ou peut-être la stupidité, me poussa en avant. Des bruits fracassants, lourds, d'une créature immense se frayant un chemin à travers les buissons, atteignirent dans mes oreilles, suivis presque immédiatement de cris. Des cris humains, bruts et terrifiés. J'étais déjà sur mes pieds avant même de m'en rendre compte, enfilant mon gilet et serrant mon fusil comme une bouée de sauvetage. Les coups de feu éclatèrent en rafales saccadées, le sifflement des balles déchirant l'air. Ceux qui étaient là-bas ne tiraient pas pour atteindre leur cible, ils tiraient pour survivre. Je me glissais sur la crête, suivant du mieux que je pouvais un sentier de gibier dans la faible lumière, le fusil levé, la lunette enregistrant tout ce qui bougeait. À chaque pas, les cris devenaient plus forts, plus désespérés. Puis, aussi soudainement qu'ils avaient recommencé, ils cessèrent. Plus de hurlements, plus de tirs, seulement des bruits sourds et visqueux et le grondement bas de quelque chose qui n'était pas humain. Je m'avançais prudemment, chaque pas me pesant davantage. L'odeur du sang me frappa, avant que je ne voie quoi que ce soit, épaisse, cuivrée, emplissant mes narines comme un avertissement. Mon esprit murmurait un seul mot encore et encore, rebrousse chemin. Mais je ne le fis pas, je ne pouvais pas. Lorsque la carte SD de ma lunette se remplit et que l'enregistrement s'arrêta, je faillis éclater de rire devant l'absurdité de la situation. Évidemment, pourquoi pas? Je baissai le fusil, juste au moment où je contournais un buisson et m'immobilisais. Ils étaient là, à peine à 15 mètres de moi, accroupis dans une clairière. 3 d'entre eux, les chiens les plus gigantesques, ou ce que je croyais être des chiens, que j'ai jamais vus. Leur corps était fait de massif, des muscles puissants roulant sous une fourrure épaisse qui captait les faibles éclats de lumière des météores qui traçaient des lignes dans le ciel. L'alpha se distingua immédiatement, plus grand que les autres d'une tête entière. Son pelage sombre strié de motifs argentés qui semblaient en de briller sous des éclats fugaces, ce n'était pas juste grand, c'était immense, presque 2,40 mètres quand il se dressait sur ses pattes arrière. Les 2 autres suivirent, se redressant comme des hommes, leur forme imposante, encadrée par le spectacle surnaturel du ciel. Ils attendaient, ils observaient. Leurs yeux lumineux se verrouillèrent sur les miens et mon cœur fit une chute vertigineuse dans mon estomac. Je sus, avec une certitude viscérale, que je ne sortirais pas de là vivant. L'alpha incline la tête, curieux, presque amusé. Je crois qu'il savait ce que je pensais, que mon fusil ne me sauverait pas, que rien ne me sauverait. Ce n'était pas un combat, c'était une sentence. Et il n'était en pas pressé de l'exécuter. Au fond de mon esprit paniqué, une lueur de défi s'éveilla. Si j'allais mourir, ce ne serait pas en tant que proie. Je levai lentement la main et retirai la sangle de mon épaule, posant mon fusil au sol. Les oreilles des créatures frémirent à ce mouvement, leurs narines s'élargissant alors qu'elles captaient mon odeur. Nous restâmes là, suspendus dans une étrange immobilité éternelle. Au-dessus de nous, le ciel s'embrasa de brefs éclats de lumière, alors que les météores tracèrent des lignes de feu dans l'univers, illuminant leurs formes monstrueuses dans les moindres détails. Le pelage argenté de l'alpha scintillait comme de la lumière stellaire, et pendant un instant, j'eus la sensation de contempler quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde, quelque chose d'ancien, d'indomptable. Une rencontre avec l'inconnu, style Stephen King. Je maintenais mes yeux fixés sur Alpha, cette silhouette monstrueuse qui régnait désormais sur mes cauchemars avant même que je sois mort. Ma respiration était hachée, brève, mais je me forçais à avancer. Lentement, délibérément, je dégainai mon couteau Bowie, son acier brillant faiblement sous la lumière des météores. La lame me semblait insuffisante, comme tenter de combattre un ours avec un cure-dent, mais c'était tout ce que j'avais. L'adrénaline dévalait mes veines, brûlant la peur et laissant en place quelque chose de brut et d'ancien. Je pris une grande inspiration et laissai échapper un cri qui déchira la nuit. Ce n'était pas un son que je reconnaissais comme étant le mien. Il venait de plus profond, d'une partie de moi que je ne savais même pas exister, un défi lancé au prédateur devant moi. Les yeux de l'alpha se rétrécirent. Les 2 autres bêtes commencèrent à hurler, la tête rejetée en arrière, leurs énormes poitrines se soulevant à chaque note gutturale. Leurs muscles se contractaient sous leur fourrure, leur respiration rapide et tranchante, comme s'ils se préparaient psychologiquement pour le massacre. Ils jetaient des regards furtifs à Alpha, attendant, cherchant la permission. Le chef de meute redressa sa posture, sa masse grandissant encore, et des muscles ondulants se déplaçaient sous son pelage sombre, parsemé de reflets argentés. Puis, il fit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il souffla. Pas un grognement, pas un rugissement, mais quelque chose d'amusé. Un rire guttural, presque moqueur. Ma prise sur le couteau se raffermit, prêt à tout ce qui pourrait arriver, quand Alpha fit 2 pas puissants dans ma direction. Je fis de même, avançant pour affronter ce que le destin avait prévu pour moi. Mais, au lieu de charger, Alpha s'arrêta.
Il leva ses lèvres dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un sourire glaçant, des rangées de dents acérées attrapant la faible lumière, puis porta une main massive à sa bouche. Ses doigts se fermèrent en un point, ne laissant qu'un seul doigt levé. Le geste était sans équivoque. Silence. Je restai figé, stupéfait. Alpha soutint mon regard un instant plus longtemps, puis se recula, ses mouvements lents et délibérés. Il rejoignit les deux autres, et ensemble, ils s'éloignèrent dans les ombres. Leurs silhouettes se fondirent dans les buissons, le faible bruit de leur passage se dissipant dans la nuit. Le silence qui suivit était assourdissant. Je restai là, le couteau en main, fixant l'obscurité où ils avaient disparu. Mes jambes étaient aussi lourdes que du plomb alors que je rangeais la lame et récupérais mon fusil. Les seuls sons qui restaient étaient mes respirations haletantes et le léger bruissement des feuilles sous la brille. Puis, comme pour souligner leur départ, 3 hurlements hantés déchirèrent la nuit. Ils s'élevèrent d'une seule voix, nets et clairs, avant de s'effacer dans l'immensité vide. Et puis, plus rien. Je me retournai et remontai la crête vers mon abri, mes pensées enchevêtrées dans une mêlée de peur et de stupéfaction. Je ne bougeai plus jusqu'à l'aube. Quand les premiers rayons de soleil s'étendirent à l'horizon, je me libérai enfin de ma torpeur. Mes mains tremblaient alors que je vérifiais les images de ma lunette, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi, qui puisse prouver ce que j'avais vu. Mais l'enregistrement s'était arrêté juste avant que je ne contourne le buisson et que je ne me retrouve face à face avec eux. Mon cœur s'enfonça. La preuve était disparue, mais le souvenir brûlait encore vivement dans mon esprit. Alors que je rangeais mon matériel, mes pensées tournaient en boucle, pleines de questions sans réponse. Pourquoi m'avait-il épargné? Que était-il? Clairement, ce n'étaient pas des bêtes sans cervelle. Leurs actions montrèrent de l'intelligence, voire de la raison. L'hallucination n'était pas une option. Je savais ce que j'avais vu, aussi volontiers que je souhaiterais pouvoir me convaincre du contraire. Lorsque je commençais à quitter la forêt, le monde semblait être revenu à la normale. Les oiseaux chantaient dans les arbres, les insectes bourdonnaient dans les buissons, et la tension qui pesait sur la terre depuis la nuit précédente semblait s'être dissipée. La nature était revenue à son rythme habituel, sauf moi. Mon esprit rejouait la rencontre dans ses moindres détails horrifiants à chaque pas. Finalement, je trouvai un sentier de garde forestier et le suivis jusqu'à ce que je tombe sur un camion des parcs et de la faune. Le garde qui le conduisait me proposa de me donner un coup de main pour sortir de la zone, ce que j'acceptai volontiers. En roulant, il mentionna qu'ils enquêtaient sur des rapports de coups de feu entendus la nuit précédente. Je gardai un visage neutre et lui répondis simplement « Oui, je les avais entendus, mais je ne savais pas d'où ils venaient. » Il me demanda si je consentais à un test de résidus de tir sur mes mains et j'acceptai sans hésiter. Je n'avais tiré aucun coup de feu. Quoi qu'il se soit passé là-bas, ce n'était pas de ma faute. Le test s'avéra négatif, et après quelques autres questions, je fus libre de partir. Je chargeai mon matériel dans mon camion et partis sans me retourner. Les photos que j'avais prises de la faune locale suffirent à satisfaire le client qui m'avait envoyé là-bas, mais elles me laissèrent un goût amer. La véritable histoire, celle qui comptait, était gravée dans ma mémoire et nulle part ailleurs. Je ne cessais de me demander: étaient-ils des loups-garous, des hommes-chiens, quelque chose d'autre encore? J'avais entendu des histoires sur des créatures de ce genre, des légendes murmurées à voix basse, mais les voir de mes propres yeux était tout autre chose. Une question me hantait plus que tout. Pourquoi m'avaient-ils laissé en vie? Ils auraient pu me déchirer sans effort, mais ils ne l'ont pas fait. Est-ce à cause de quelque chose que j'ai fait, ou de ce que je n'ai pas fait? Je n'ai pas de réponse, et je doute que j'en ai jamais une. Tout ce que je sais, c'est que je suis sorti de ce désert vivant. Et ce seul fait pourrait bien être la partie la plus terrifiante de toute cette histoire.